Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio tous les dimanches soirs à 19h. Il est philosophe et homme politique, comme pour souligner que l'excellence n'a pas de barrière chez lui non plus. L'ancien ministre de l'Éducation nationale Luc Ferry est à mes côtés ce soir pour nous parler de son tout dernier livre, La vie heureuse, sorti aux éditions de l'Observatoire, mais aussi de son engagement aux côtés du mouvement éthique pour entreprises de taille humaine indépendante et de croissance, et de sa présidente Sophie de Menton, qui est logiquement, chers auditeurs, ma deuxième invitée de ce jour. Bonsoir à tous les deux. Alors, Sophie de Menton, je vous présente également. Vous êtes donc à la tête du mouvement éthique et à l'initiative de J'aime ma boîte, une véritable fête nationale des entreprises, un partenaire de Sud Radio, je le précise, qui fête ses 20 ans ce 20 octobre, journée pendant laquelle vous allez aussi dédicacer votre livre, La France sans dessus-dessous, publié chez Erol avec un propos luminaire, je tiens à le souligner, de Luc Ferry, ici présent. On va revenir dessus juste après. Chers auditeurs... Ce qui est le plus intéressant du livre. Voilà. Ça, on va pouvoir en parler justement. Chers auditeurs, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Luc Ferry, bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, quelques mots pour nos auditeurs. Vous avez, je le disais en introduction, rejoint le mouvement éthique aux côtés de ma seconde invitée du jour, sa présidente Sophie de Menton, dont vous avez préfacé, propos luminaire, très important, La France en dessus-dessous, publié chez Erol. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais vous avez aussi écrit pas loin d'une trentaine d'essais, quand même, dans lesquels vous présentez la philosophie comme la doctrine du salut. J'en ai écrit 200. 200 ? Ah ouais. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour dire. D'accord. Eh ben, écoutez, voilà, ils sont traduits mes dans informations. 45 langues. C'était ma rubrique mégalo. D'accord. Mais les 200 ont été traduits internationalement. Quasiment, oui, quasiment. D'accord. Enfin, alors j'ai de fausses informations. Internet m'a trompé. Personne n'y croit, 200, c'est énorme. Oui, mais enfin, je fais que ça. Ouais. Et alors justement, vous présentez la philosophie comme la doctrine du salut, qui est donc la seule capable de répondre aux grandes questions existentielles contre les doctrines religieuses, en l'occurrence. Ce que vous soulignez à nouveau dans votre dernier livre, La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque, sorti à l'Observatoire. Luc Ferry, vous nous dites donc dès le titre que la spiritualité peut être laïque, ce qui est un contresens pour les gens qui peut-être n'ont pas la bonne définition de la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une évidence, si vous voulez. Il y a des réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» qui sont des réponses religieuses, donc des réponses par Dieu et par la foi. Donc c'est les grandes religions. Et il y a des réponses exactement à la même question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» mais qui sont des réponses sans Dieu, c'est-à-dire par soi-même, et puis par la lucidité de la raison, et non pas par la foi. Donc on a depuis toujours une concurrence entre religion et philosophie. Alors il y a des penseurs chrétiens, mais à mon avis, il n'y a pas de philosophie religieuse à proprement parler. Il y a des penseurs juifs, il y a des penseurs musulmans, mais ce sont des penseurs, ce ne sont pas des philosophes. La philosophie, elle répond à la même question que la religion, c'est la question de la sagesse, la question de la vie bonne pour les mortels, mais encore une fois, sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Et donc, par le dogme aussi, peut-être. Alors, et pas par le dogme, par définition même, pas par le dogme, puisque la foi est forcément à un moment ou un autre dogmatique, puisqu'on vous demande d'abandonner la raison pour faire place à la croyance. Bien sûr. Alors, Luc Ferry, vous êtes transhumaniste, je vais en donner ici le sens pour mes auditeurs. Vous me mettez dans des cases, mais allez-y, c'est pas grave. Mais vous allez pouvoir les déconstruire, on est là pour ça. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée laïque qui cherche à améliorer la condition humaine, comme vous venez de le dire aussi, c'est comme la philo, et à accélérer l'évolution de la vie intelligente grâce à la science qui considère la mort, le vieillissement et la souffrance comme des tares que les nouvelles technologies peuvent enrayer. Je me trompe pas ? Alors, c'est un peu plus précis que ça, d'une certaine manière. Moi, ce que j'appelle transhumanisme, ce qui m'intéresse dans le courant transhumaniste, c'est unique. C'est pas la volonté de fabriquer un surhomme, ça c'est absurde, ou une intelligence artificielle forte, c'est une machine qui penserait tout ça. Je n'y crois pas une seconde. Non, ce qui m'intéresse, c'est la révolution de la longévité. Depuis 2012, un professeur japonais, un professeur de médecine et de biologie japonais qui s'appelle Yamanaka, le professeur Yamanaka, et qui a obtenu le prix Nobel en 2012. Il a obtenu ce prix Nobel parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi, grâce à son équipe et grâce à lui, à inverser les processus du vieillissement cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir de cellules d'adultes, il a réussi à fabriquer des cellules souches originaires. Ça pose deux questions qui font tout l'objet de mon livre. Au fond, il est entièrement consacré à ces deux questions.
Est-ce que vivre 50 ans de plus jeune et en bonne santé, est-ce que c'est possible? Question scientifique, question de fait. Avant le naufrage. Et puis est-ce que c'est souhaitable? Avant le naufrage, oui, parce que bien vieillir, on vieillit bien tant qu'on vieillit bien. C'est-à-dire pas, en vérité, pas jusqu'au bout. Les gens qui vieillissent bien, c'est les gens qui meurent avant le naufrage, parce qu'en fait, quand vous visitez un EHPAD, c'est une vision de l'enfer. Il faut quand même être honnête. Bon, et donc l'idée, c'est d'offrir aux humains une quarantaine ou une cinquantaine d'années assez rapidement. Dans une bonne condition physique, quoi. Oui, Et il s'agit mentale. de retarder les processus de vieillissement. Il s'agit pas d'augmenter la vieillesse, il s'agit de la prévenir et de l'empêcher. Et donc, et ça c'est faisable, c'est-à-dire que nos petits-enfants vont vivre probablement 40 ou 50 ans de plus que nous. Et évidemment, la question de savoir si c'est souhaitable ou pas est très débattue aujourd'hui, parce que d'abord philosophiquement, il y a dans les sagesses anciennes, c'est pour ça que c'est le sous-titre de mon livre, par exemple, si vous lisez le petit dialogue de Cicéron qui s'appelle le De Senectute, de la vieillesse. C'est assez marrant parce que la première phrase, c'est « Est-ce qu'une vie de 800 ans est supérieure à une vie de 80 ans ?» Et Cicéron répond non, parce que dans la philosophie stoïcienne, l'idée, c'est que la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec la nature. C'est pas le but de la vie, c'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre bien. Et donc, ça veut dire quoi? Vivre comme un enfant quand on est un enfant, comme un adulte quand on est un adulte, et puis comme un vieillard qui accepte la mort quand on est un vieillard. Dans les philosophies de la liberté, c'est l'inverse. On pense que, par exemple, Rousseau dit... La vieillesse, elle est imbécile, elle ne sert à rien. À quoi ça sert d'avoir de perdre ses moyens, voilà, un corps qui s'abîme, un cerveau qui marche moins bien? Il faut être honnête, tout ça est vrai. C'est-à-dire quand vous regardez les neurones, le bout des neurones d'un centenaire, c'est pas brillant. Et donc, dans la perspective des philosophies de la liberté et de la perfectibilité, on dirait aujourd'hui de l'éducation tout au long de la vie, la vieillesse est un mur stupide. Et donc, l'idée de vivre 40 ou 50 ans plus longtemps en bonne santé et jeune, évidemment, moi, question là-dessus, parce que vous nous dites que le plus marquant dans nos existences, c'est leur fragilité et leur brièveté. Oui. Alors Luc Ferry, justement, cet éphémère, est-ce qu'il n'est pas indispensable justement au goût de vivre, et le fait de vivre plus longtemps, est-ce que ça enlève pas un peu de plaisir de vivre? Alors je pense exactement le contraire. Je pense que ce qui nous ralentit, ce qui nous fait peur, notamment en vieillissant, où on évite de fumer, on évite de boire, on va moins vite en voiture, etc. On fait attention à tout. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que la perspective de la mort nous ralentit et nous angoisse, et donc nous freine et nous coince. Voilà. Et donc je pense qu'au contraire, au fond, je vais dire les choses très, très, un peu bêtement, mais pas, on a toujours peu de temps, mais mourir à 120 ans, c'est une mort précoce. Voilà, il y a tellement de femmes à aimer, tellement d'hommes à aimer, si vous le préférez, peu importe, tellement de livres à lire, tellement de langues à apprendre, de civilisations à découvrir. On meurt aujourd'hui, en gros, l'espérance de vie, c'est 80 ans pour les hommes et 85 pour les femmes, parce que les femmes font un peu moins de bêtises, mais enfin, ça se rapproche aujourd'hui. Si en voiture, elles fument un peu moins, elles boivent un peu moins, enfin, il y a moins d'accidents mortels. Enfin bon, on va rentrer dans les détails. Oui, ils sont plus sages. Mais globalement, on meurt juste aujourd'hui au moment où on commence à être moins bête. D'accord. Vous voulez réagir? Oui, j'avais envie de vous poser une question, parce que moi, ce qui me fait très peur dans le fait de vivre plus longtemps et dans les personnes âgées que j'ai vues, c'est leur solitude. C'est-à-dire que vivre plus longtemps, c'est bien si tout le monde vit plus longtemps. Mais c'est terrible de voir la solitude des gens qui vieillissent, et qui ont même des amis. enfants qui disparaissent avant eux, qui perdent leurs amis. Et je trouve que la richesse de la vie et le bonheur, c'est d'aimer et de vivre et de vieillir avec cela. Donc, dans ce transhumanisme, est-ce que ça va être terriblement, il y aura des privilégiés? Pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, ça coûte rien du tout. C'est moi, j'ai travaillé avec Jean Dosset en 1990, pendant 13 ans, il m'avait gentiment demandé de travailler avec lui sur le séquençage du génome. Jean Dosset, prix Nobel de médecine, était en charge du projet Human Genome, de l'établissement de la carte du génome. Le premier séquençage du génome, il a coûté 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça coûte 150 $. Et donc, la dégressivité des coûts est la caractéristique majeure des biotechnologies. Donc, évidemment, tout le monde peut en profiter. Et par ailleurs, encore une fois, il ne s'agit absolument pas de fabriquer des personnes âgées. Ou plus exactement, il s'agit de l'âge sans la vieillesse. C'est ça, le slogan, c'est ça, c'est l'âge sans la vieillesse. À chaque fois, les gens pensent, est-ce que vous voudriez vivre 150 ans? Je dis, oh non, pitié, parce qu'ils pensent à l'arrière-grand-père qui emmerdait tout le monde à raconter de manière sénile sa guerre de 14, dans un fauteuil roulant. Mais il s'agit encore une fois d'empêcher la vieillesse. Il ne s'agit pas de fabriquer des vieux. Il s'agit d'offrir à l'humanité la possibilité d'être moins bête et moins violente. Mon père s'est évadé 4 fois des camps nazis. Et il me disait toujours que si la guerre était réservée
réservé aux plus de 70 ans, il n'y en aurait pas. Parce qu'on est moins violent, on est moins bête. Je suis désolé de le dire, mais que ce soit au volant de sa voiture, ou que ce soit dans la guerre, ou que ce soit avec ses enfants, on a quand même appris des choses. Je cite toujours dans mes livres le poème de Victor Hugo. Vous voulez que je vous le cite ? Oui, allez-y. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc pardonnez-moi si je bégaye. En plus, je suis un peu fatigué aujourd'hui, et puis je suis vieux. Allez-y, mais c'est Bose endormi, tu sais. Bose, oui, parce qu'en vrai, on se tutoie. Bose endormi. Bose était bon maître et fidèle parent. Il était généreux, quoiqu'il fût économe. Les femmes regardaient Bose plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Le vieillard qui revient vers la source première entre aux jours éternels et sort des jours changeants. Et si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Magnifique. L'âge Luc Ferry sur Sud sans Radio. la vieillesse, c'est ça l'idée. Dans cet excellent ce soir avec vous, le philosophe et ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, et dans vraiment pas longtemps, est déjà là en fait, la femme qui se bat pour nos entreprises, la présidente du mouvement éthique, Sophie de Menton. C'est excellent sur Sud Radio. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent avec le philosophe Luc Ferry et la présidente du mouvement éthique, Sophie de Menton. Alors, Luc Ferry, vous vous êtes engagé pour un J'aime ma boîte auprès de Sophie de Menton. Pourquoi ? Tout simplement. Écoutez, moi je suis un vieux gaulliste. Ça veut dire quoi, pour dire les choses simplement? Ça veut dire être très républicain. La Régis Debray sur le plan politique, je pense que l'État c'est le lieu de la définition de l'intérêt général. Et en même temps, je suis très libéral en économie, beaucoup plus que le gouvernement actuel. J'aimerais qu'on soit... Alors là, je reviens de Suisse, par exemple. Les charges sociales sur les entreprises, c'est 20%. Bon, sur les salaires, c'est 20%. Bon. Et donc, on est vraiment aujourd'hui dans une situation très, très hostile au libéralisme, ce qui fait qu'on a un chômage énorme. Le chômage en Suisse, c'est 2%. Chez mais nous, est-ce qu'ils ont les mêmes 9%. acquis sociaux que nous, la Suisse ? 10 fois plus. D'accord. Vous savez quel est le salaire d'un prof de collège en Suisse ? 4 000 euros, je crois. Ah, vous rigolez ? Non, c'est entre 8 000 et 12 000 euros. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Donc, et ils ont 2,5% de chômage. Donc, voilà. C'est un pays très libéral. Donc, on a un pays en France où même la droite déteste le libéralisme. Chirac, j'avais beaucoup de respect pour Jacques Chirac, mais enfin, il détestait les libéraux. Il les mettait sur le même plan que les communistes. Bon. Et donc, on a au fond un pays qui a 85% ou 90% est antilibéral. Ce qui, sur le plan économique, est une catastrophe. Voilà. Donc, il faut être, encore une fois, à mon avis, beaucoup plus républicain en politique. Il faut faire régner l'ordre dans les quartiers, enfin partout où il y a des zones de non-droit. Et en même temps, il faut être beaucoup plus libéral en économie. Et donc c'est pour ça que je soutiens tout à fait le combat de Sophie de Menton pour les entreprises et pour qu'on leur foute la paix, pour dire les choses simplement. Alors justement, les 20 ans de J'aime ma boîte, c'est le 20 octobre, donc jeudi prochain. Et pour les 20 ans c'est donc, je répète, J'aime ma boîte, journée initiée par vous-même, Sophie de Menton. Le slogan, c'est J'aime ma boîte, qu'est-ce qu'elle ferait sans moi ? Absolument. Ouais. Alors donc ça fait 20 ans effectivement que j'ai lancé la fête des entreprises. Cette année d'ailleurs le parrain c'est David Lisnard. Et ce qui est intéressant c'est cette espèce d'intuition que j'ai eue d'ailleurs aux États-Unis. J'ai acheté des cartes dans un drugstore et je vois I love my boss. Des cartes à côté des cartes d'anniversaire. I love my boss, you're the greatest boss, vous êtes super boss. Je demande à la fille à côté de moi, but what is it? Et elle me dit, it's boss day, le jour des patrons. It's just like Valentine Day. C'était leur Saint-Valentin des patrons. Je rentre triomphante en France en me disant, je vais lancer la fête des patrons. J'arrive au MEDEF, c'était Célière à l'époque, et je dis, en assemblée générale, Monsieur le Président, j'ai une idée, on va lancer la fête des patrons. Hurlement de rire. Et Célière me répond, il avait tout résumé, quand on veut faire la fête d'un patron en France, c'est pour le séquestrer. D'accord. Donc, je suis rentrée chez moi et mon fils, logiquement d'ailleurs, m'a dit « Tu n'y comprends rien, il faut faire la fête des entreprises ». Donc, la fête des entreprises, c'est important parce que c'était réconcilier le pays et les entreprises. Et valoriser le salarié aussi, du coup. Et valoriser le salarié. Et cette année, vous avez raison de le souligner, c'est la première année où je me suis dit, c'est tellement compliqué, en plus, en ce moment, que il y a eu le confinement, il y a cette espèce de désaffection aussi de se rendre au travail. Et ça a été des dessins, comme on l'a vu sur l'affiche. J'aime ma boîte, ce qui est vrai, mais qu'est-ce qu'elle ferait sans moi? C'est ça, et il est temps pour eux d'en prendre conscience finalement de ça. C'est important, alors, parce que les salariés sont pas forcément... Il est temps de leur dire, ils en ont toujours eu conscience. Ils savent qu'ils sont vachement utiles à la boîte. Simplement, on leur dit pas, et on a passé son temps politiquement, la République en particulier, à expliquer que le salarié
salarié était un opprimé. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. On n'est pas guéri de ça. Et d'ailleurs, il y a eu un progrès formidable en 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, le socle, le ciment qui tient la société décomposée que nous avons, c'est l'entreprise. Oui. Ils sont 69%. Est-ce que c'est ça la réponse à notre monde de demain, Sophie de Menton? L'entreprise, l'entrepreneuriat aussi? Alors, la réponse au monde de demain, elle est un peu plus complexe, mais c'est la prise de conscience. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a eu l'évolution de l'auto-entrepreneur. C'est la prise de risque soi-même. J'entreprends moi-même. C'est ce que je souhaite. C'est la responsabilité individuelle que l'État nous a enlevée. Et d'ailleurs, l'État, et c'est pour ça que je me bats, l'État nous enlève tout ce que nous pouvons faire. On n'avait pas le droit de distribuer des masques pendant le confinement, on n'avait pas le droit de faire des tests, on devait prendre la température, mais on n'avait pas le droit de la connaître. Moi, je ne veux plus que l'État manage ma boîte. Jamais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Luc Ferry ? Justement. Ah oui, non, moi je pense que Sophie a raison. Là où on a peut-être une petite divergence, c'est que je pense que c'est pas l'administration qui est en cause, je pense que ce sont les politiques qui sont en cause, parce que l'administration, elle ne fait qu'appliquer les lois. Une prolifération de lois qui étouffe littéralement le monde entrepreneurial. On a quand même, probablement, parmi les pays de l'OCDE, on est le pays dans lequel le taux d'imposition est le plus élevé, probablement au monde même. Oui. Et donc ça, c'est évidemment... On a malgré tout, il faut quand même que les gens comprennent que quand l'État dépense de l'argent, c'est pas lui qui invente cet argent. Il vient de la sphère privée, évidemment. Il peut pas venir d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on a une dette qui est à 113% du PIB. On continue à jouer le jeu de l'argent magique. Donc Emmanuel Macron, chaque fois qu'il fait 3 km en France, ça nous coûte des milliards. Et donc il arrose absolument tout le monde en permanence parce que bon, il veut être sympathique et aimé par tout le monde. Mais c'est vrai que on est dans une situation absolument catastrophique parce que je vous donne juste un chiffre. Il faut quand même regarder les choses. La charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on va payer. Elle a plus que doublé depuis 2020 parce que les taux d'intérêt remontent et donc on est en plus, la balance commerciale, le déficit commercial est effroyable. Donc, on est dans une situation qui étrangle littéralement les entreprises. Et encore une fois, ce sont les entreprises qui créent de la richesse, qui créent des emplois et qui donnent l'argent à l'État. Moi, je suis un vieux social-démocrate. Donc, il faudrait réformer complètement ce système parce que finalement, M. Macron, il est héritier de tout ça aussi, d'un système qui est en place depuis un certain nombre d'années. Il en rajoute énormément. Nicolas Sarkozy aussi. Ils sont très dépensés, ces garçons-là. Ils dépensent énormément d'argent parce que c'est très facile de dépenser de l'argent. Hein. Et donc, surtout quand ils piquent aux entreprises, parce que soi-disant pour nous le redistribuer, au passage. Oui, tu penses. Mais là, Thierry Breton a très bien dit les choses. Il nous a quand même bien aidé pendant le Covid. Alors, ils nous ont trop donné d'argent. C'est rare qu'il y ait un chef de mouvement patronal qui dise ça. Beaucoup trop. Ils ont mis nos salariés en chômage technique, au chômage. On leur a expliqué que tout allait bien. C'est tellement qu'ils n'ont pas pu revenir. Mais je voudrais poser une question à Luc, moi. Parce que mon slogan, c'est « J'aime ma boîte ». Et c'est vrai que on l'aime aujourd'hui, les salariés franchement l'aiment, et d'ailleurs on fait tout pour ça. Il y a un moment où il ne faut pas non plus que ce soit le Club Med, mais on est en bonne voie. Et quand est-ce qu'on a commencé à aimer, quel était le rapport, l'affection au travail? L'émotion, vous remettez l'affect au centre, Sophie de Menton. Oui, je mets l'affect au centre, puisqu'il va intervenir, c'est vrai, on a un colloque sur la place de l'affect dans l'entreprise, point d'interrogation. Mais à partir de quand est-ce qu'on a... C'était dur le travail, c'est la souffrance. À partir de quand est-ce qu'on a commencé à aimer l'entreprise? Alors il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'il faut quand même aller aux réalités, que le Parti communiste est passé en gros de 30% de l'électorat dans les années 50 à 3% aujourd'hui. Donc l'idée que l'entreprise était le lieu d'exploitation de l'homme par l'homme, c'est une idée qui s'est effondrée parce qu'elle a plus de représentants marxistes. Plus personne aujourd'hui n'est marxiste, pas même Mélenchon. Et donc on a un véritable effondrement de cette idée que les entreprises sont le lieu de l'aliénation. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas très réjouissant sur le plan du travail, parce que on a bien vu, on a bien vu, je viens de me cogner le genou, excusez-moi, on est en direct. Et donc, il n'a pas pris son genou divisé. Et donc, 40 millions d'Américains ont quitté leur job, c'est ce qu'on appelait le Big Quit, la grande démission. Et après, il y a eu toutes sortes de slogans sur le Quiet Quit, c'est-à-dire ne quittez pas votre job, mais ne foutez rien, en fait, le moins possible. D'où ça vient? Ça vient du fait que les deux grandes religions se sont effondrées en Europe, le catholicisme et le christianisme. Donc, pendant des siècles, peut-être des millénaires, les humains ont vécu sur des idéologies, des religions du bonheur différé.
Le bonheur, ce serait après le travail, pour les enfants, pendant les vacances, après la classe, pour les communistes après la Révolution, pour les catholiques après la mort, voilà, pour les salariés après la retraite, etc. Et donc, à partir du moment où la promesse d'un paradis sur Terre, l'avenir radieux communiste, ou la résurrection de Lazare, un paradis au ciel, s'effondre, on n'a qu'une seule vie. Et si je n'ai qu'une seule vie, alors... Je ne veux pas la gâcher au boulot. Mais bien sûr, je ne veux pas la perdre pour la gagner. Et donc c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux. Et d'où la prolifération de psychologie positive, théorie du développement personnel, qui nous invite à savourer l'instant présent. A priori, hein, c'est une catastrophe. Ouais. C'est que face à l'Ukraine, face à la Russie, à la Chine, on n'est pas armé. On est ridicule. Oui. Alors juste pour revenir sur l'affect, Sophie de Menton, je vous cite célébrer l'affect en entreprise, surtout dans un moment où le numérique laisse les salariés esselés. Pourquoi est-ce que c'est si important cette émotion justement? C'est pour réapprendre à s'aimer à travers l'entreprise aussi, pas que l'entreprise elle-même. Alors pardonnez-moi, sauf sur Sud Radio, c'est pour arrêter aussi la déconstruction faite en permanence par les médias. Nous sommes dans un monde horrible. Je veux dire qu'il y a un moment où on éteint les infos le matin. Et donc, les Français vont bosser tous les jours quand même. Ils ont besoin de gagner leur vie. Alors, il y en a qui vous parlent du droit à la paresse. Alors, OK pour le droit à la paresse, mais qu'ils la paient leur paresse, qu'ils bossent et qu'ils la financent leur paresse. Parce que pour l'instant, c'est ceux qui travaillent qui financent ceux qui ne foutent rien. Donc il y a un moment, voilà. Donc c'est important qu'il y ait une prise de conscience dans le métro avec notre affiche, etc. Oui, c'est vrai, je l'aime bien ma boîte. Et je suis contente d'aller vous voir Judith le matin quand j'arrive. Je suis contente de travailler, c'est assez rigolo. Il y a des moments agréables. Et c'est vrai que le bien-être dans l'entreprise, on est obligé de le cultiver. Et qu'on ne l'a pas toujours fait. Et c'est très important. C'est important aussi de dire ça, surtout à un moment où il y a par exemple 17 types qui peuvent bloquer la France qui part au travail. Il y a 17 types chez Total qui gagnent à peu près 5000 balles hors taxe, pas hors taxe, pardon. C'est quand même un groupe qui fait des ultra bénéfices non taxés, Total. Ils font des gros bénéfices et puis on a entendu parler du salaire du PDG, sujet, etc. Le super bénéfice, etc. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais ça fait rien. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait des salariés et encore des syndicats qui pensent que la haine de l'entreprise et du profit. Or, la base de l'entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans profit, elle est là pour ça. Oui, voilà, bien pour sûr. autre chose. Et qui bloque la France. Donc, c'est fondamental que tous les gens se rappellent le jeudi 20 octobre que, on va fêter sa boîte, on l'aime, on est content d'y bosser. Eh bien, j'espère que vous l'avez bien entendu, chers auditeurs, car c'est excellent avec de la philo et de l'entreprise au menu. Aujourd'hui, on vous revient sur Tout rester là avec le philosophe Luc Ferry et Sophie de Menton à l'initiative de J'aime ma boîte, partenaire de Sud Radio. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h, votre rendez-vous avec ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Ce soir, avec l'homme politique philosophe ou le philosophe homme politique, allez savoir, Luc Ferry, et l'inventeuse de la journée qui nous fait aimer nos entreprises, J'aime ma boîte, Sophie de Menton. Alors Sophie de Menton, pour les 20 ans de J'aime ma boîte, donc le 20 octobre prochain, c'est jeudi prochain, on est partenaire avec Sud Radio, je le reprécise. Vous allez aussi dédicacer votre livre La France sans dessus-dessous, publié chez Erol avec un propos luminaire de Luc Ferry, dans lequel vous dressez un portrait économique de la France de terrain et où vous pointez du doigt justement les freins au développement de nos entreprises qui sont hélas nombreux, comme vous le disiez. Est-ce que vous pensez que si ces freins sautaient, la vie changerait vraiment en France et le pouvoir d'achat aussi, en fait? Le pouvoir d'achat, et d'ailleurs c'est très intéressant parce que les salariés, dans le sondage Opinionway qui a été réalisé, qui est sorti, vous en avez la primeur, ce sondage Opinionway dit que quand on pose la question, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années aux gens, de qui dépend votre pouvoir d'achat ? Eh bien, ils disent à 18% que ça dépend du patron, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients. Ils disent à peu près à 45% de la condition économique et de l'environnement économique et le reste du gouvernement. D'accord. Donc, ils ont bien conscience, parce qu'avant, on disait c'est le patron. Et d'ailleurs, j'ai eu très peur au moment des Gilets jaunes. Je me suis réveillée un matin en me disant c'est horrible, c'est pour nous ça. Le pouvoir d'achat, c'est pour nous. Eh bien non, les Français ont compris que lorsqu'ils avaient 1000 € dans leur poche, ça avait coûté 2100 € à leur patron. Donc c'est quand même assez fondamental. Alors, ça ne changerait pas la vie, n'exagérons pas, mais nous ne pouvons pas. Et quand on a même le président de la République qui dit qu'il faut augmenter les gens, etc. Pour l'instant, on n'essaie de pas les virer. On essaie de garder les entreprises. On va en avoir
à peu près 20% qui vont faire faillite. On rembourse pas les prêts énormes qui ont été faits, merci certes, mais quand même. Donc on va vers une vraie difficulté. La seule solution, c'est une réforme de l'État. Que l'État s'occupe des missions régaliennes, qui s'en occupe bien, je veux dire, la sécurité, la santé, l'école, qui s'en occupe, qui délègue au privé, tout ce qu'il peut déléguer au privé avec des missions. Et là, on pourra payer les entrepreneurs. Sophie de Menton, vous dites que ce sont ces mêmes entreprises quand même qui détiennent les clés pour déverrouiller le pays. Évidemment. C'est ça que vous dites. Donc, c'est quoi leur levier? Je voudrais vous rappeler, pendant le confinement, les cliniques privées, pendant 3 mois, étaient vides en réa. Et quand on voulait envoyer des malades, l'hôpital disait non, le ministre de la Santé disait non. Elles étaient vides, les cliniques privées. C'était les hôpitaux qui devaient soigner. On a des aberrations. On est en train de fermer des écoles à domicile, des écoles privées à domicile, parce que ce serait communautariste, il y aurait des musulmans qui... Et on est en train de tuer des boîtes merveilleuses. Quels sont les leviers des entreprises, justement, pour faire avancer les choses auprès de l'État ? Ça m'intéresse. Les philosophes qui doivent dire ça tous les matins. Non, mais sérieusement, pour faire, je crois qu'on le répète énormément. Et les leviers, c'est que on est à minimum de pédagogie économique. Franchement, on est très mauvais. Et je suis stupéfaite de voir que je détiens la vérité du terrain, le truc tout bête. Nous avons lancé d'ailleurs un process qui consiste, ça s'appelle Rencontre. On va mettre des parlementaires sans médias, sans rien, sans formation, face à des parlementaires, face à des chefs d'entreprise. On va leur dire, vous votez ça, vous savez ce que ça va faire, on va vous le dire. La réalité, quoi, du terrain. La réalité. Et donc, il faut qu'ils comprennent. On a des solutions que n'ont pas les ministres, que n'ont pas les administrations. Et c'est incroyable le fossé qu'il y a encore. Alors, vous avez aussi une phrase d'accroche au mouvement éthique, c'est le pouvoir d'influence, le devoir d'influer. Normal pour un réseau d'influence, me direz-vous. Pourquoi c'est un devoir d'influer, Sophie de Menton ? Pourquoi c'est un devoir d'influer ? Parce que d'abord, il faut influer pour la vérité. C'est la première des choses. Qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Que la langue de bois est le langage officiel. Que les solutions sont détenues... C'était très intéressant d'entendre le président de la République hier, qui par ailleurs était tout à fait intéressant sur la politique étrangère, mais c'était magique. Il y avait une espèce de pensée magique. Il savait, il faisait, il rassurait. Alors quand même, il disait non, c'est pas moi là pour les grèves d'essence, je veux pas m'en mêler. Mais il y a un monde et un fossé, un écart terrible entre des gens qui sont hors sol, il faut le dire. C'est pour ça qu'il y a un devoir d'influer. Des gens qui sont hors sol avec bonne volonté et désir de sauver la France, certainement. Et puis, vous avez les rameurs. D'accord. Luc Ferry, on en revient au fait que, comme dans cet exemple des entreprises qui détiennent les clés de leur propre blocage, on parle de leur propre connaissance de ces nœuds aussi, qui permet à un moment donné de les dénouer. J'ai envie de citer Bergson, même si vous ne le citez pas du tout dans votre livre, qui disait que l'avenir de l'humanité dépend d'elle-même. C'est aussi ce que vous nous dites autrement, et c'est aussi ce que Sophie de Menton vient de nous expliquer. Qu'en pensez-vous ? Oui, j'ai pas une grande passion pour Bergson, mais c'est pour ça que parce que c'est le sous-Nietzsche français, je préfère l'original. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Non, je crois que là où Sophie a totalement raison, c'est que la balle est dans le camp des entreprises. Par exemple, sur la question de l'écologie, tout dépendra des entreprises, pas de l'État. L'État, il peut toujours organiser les COP 25, 26, 27, 32, ce que vous voudrez, 45, mais ça ne sert à rien. Les politiques s'engagent, alors que dans 2-3 ans, ils auront quitté le pouvoir, ils s'engagent sur des mesures à 50 ans, donc ça n'a aucun sens. En revanche, du côté des entreprises, elles peuvent vraiment faire l'essentiel de la transition écologique des pandelles. Bon, c'est un bon exemple. Ce qui s'est passé aussi, qui est quand même extrêmement grave avec cet argent magique qui a été distribué. Alors très bien, ça a aidé formidablement les taxis, les restaurateurs, tout le monde en a profité avec les PGE, c'est magnifique. Bon, le problème, c'est que ça a donné le sentiment à beaucoup de Français qu'on leur avait menti, qu'en fait il y avait de l'argent, que le pacte de stabilité et de croissance c'était de la blague, que tout ça c'est les méchants Européens qui nous imposaient de la rigueur épouvantable, et qu'en fait on pouvait, quand il fallait, on pouvait très très bien sortir autant d'argent qu'on veut. Il y en a encore, c'est la grande formule. Exactement, voilà. Quand il y en a plus, et donc, pas seulement à l'extrême gauche, mais toute une partie des Français s'imaginent qu'on leur a caché
qui avaient de l'argent. Ils ne se rendent pas compte que c'est leur, tout simplement, et qu'on redistribue, et que l'État ne produit aucun argent. Tout ce que dépense l'État, évidemment, vient des entreprises, vient du travail, vient de la richesse produite par la société civile. Ah, entre parenthèses, je suis pas du tout un homme politique, hein, j'ai jamais appartenu à aucun courant politique, n'a aucun parti. Partie du gouvernement. Mais comme société civile, précisément, c'est parce que je n'étais pas politique que Dominique de Villepin et Jean-Pierre Vous avez fait de Raffarin... la politique. Jamais. Jamais de ma vie. Okay. Non, je me suis occupé de la réforme réforme de l'école. Il a la faiblesse d'être ministre. Tout dépend du point de vue. Non, mais j'étais... Précisément, il faut j'ai pas plus que Francis Maire. Bon, on a été nommé précisément au titre des non politiques, oui, comme Christine Lagarde d'ailleurs, pareil. Oui. C'est ceux qui réussissent en principe. J'aime ma boîte, Sophie de Menton. Je sais que Emmanuel Macron, il vous soutient quand même. Il soutient vos actions. Absolument, mais il était secrétaire général adjoint de l'Élysée quand j'allais râler tous les mois régulièrement en disant enfin, vous êtes fous, vous allez vous gouverner contre 3 millions d'entrepreneurs, vous n'aimez pas l'argent, vous n'aimez pas les entreprises. Et lui, il les aimait et était très embêté. Et ça a été, effectivement, il a posé avec un magnifique badge, j'aime ma boîte. Et il semblerait peut-être qu'il souhaite bonne fête aux entreprises de France. Mais ça, le jeudi 20 octobre, on ne sait jamais. Donc, il ne peut pas être contre. Non, on ne peut pas être contre. Et justement, j'allais vous dire que ça, c'est intéressant. Il y a presque une course des politiques ce jour-là à envoyer des tweets et à dire qu'ils aiment les boîtes, etc. Parce que la tendance est inversée. On peut être un peu optimiste. Parce qu'on est aussi un pays d'entrepreneurs. On est plus sulfureux comme ça, quand même, l'entreprise. Ouais. Alors si, attention, on aime les pauvres entreprises qui ne gagnent pas d'argent, qui perdent, etc. Mais on déteste les 440 et les sociétés qui triomphent dans le monde. Et ça, c'est honteux, parce que c'est toujours le concept que je trouve vraiment hallucinant de super profit. Le concept de super profit ne peut rien dire. Qu'est-ce que ce sera l'année prochaine? C'est qui, comment? Oui, LVMH était la première société dans le monde. Au lieu de remercier le luxe et LVMH, on a dit casse-toi, pauvre con. Ça, c'était il y a quelques années. Quand même, Sophie de Menton, votre deuxième phrase d'accroche sur éthique, c'est le mouvement poil à gratter du patronat qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, quand même. C'est vrai, parce que je ne veux rien, que je veux juste mes convictions, le succès de certaines convictions, et que Geoffroy Roux de Bézieux est très sympathique et de temps en temps me dit écoute, moi je peux pas, toi vas-y. Et donc c'est un peu mon rôle dans le patronat, mais je le comprends un peu, parce que quand vous êtes assis entre la première ministre et la CGT, et que vous représentez, ils sont représentatifs entre guillemets, alors que moi je ne suis pas représentative, il faut faire attention, ils n'ont pas de liberté. C'est exactement l'inverse. Je pense que c'est justement là qu'il faut faire preuve de courage. Parce que, c'est un vrai paradoxe, parce que le grand thème des chefs d'entreprise, c'est de reprocher aux politiques depuis 20 ans de manquer de courage. Constamment, ils disent ça. Voilà, soyez courageux, faites les réformes, etc. Bon, mais eux, dès qu'ils sont exposés médiatiquement, ils se couchent et ils disent pas la vérité. Donc, ils demandent à Sophie de Menton de la dire à leur place. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça un peu misérable. Vous avez l'impression de vous faire porte-parole de gens qui n'osent pas parler, c'est ça? Écoutez, c'est un véritable bonheur. Sophie, et quand on me dit que je suis courageux, je dis mais non. Le courage pour moi, ce serait de me taire, parce que de temps en temps, je me dis mais non, je vais trop loin. C'est aucun problème pour moi de dire ce que je pense. Et je peux quand même... Alors c'est vrai qu'il faut être courageux, mais être courageux à côté de la CGT et pour obtenir quelque chose... quelquefois, il faut temporiser. Qu'est-ce qui vous sauve alors? C'est le franc-parler aussi, non? C'est l'authenticité de votre discours qui marche aussi, Sophie de Menton. Oui, ça marche, certainement. Et puis, vous savez, il y a un bon sens. Alors, le bon sens, il paraît que c'est une notion de droite, et ensuite que c'est quelque chose de... c'est assez méprisé, finalement, le bon sens. Mais quelquefois, la vérité peut intéresser les gens. Il ne faut pas être intégralement pessimiste. Et que quand on dit des choses qui sont en effet de bon sens, à savoir que ce sont les entreprises qui créent des emplois et qui créent de la richesse, et les gens sont bien obligés de reconnaître que c'est vrai. Alors après, il y a la question du partage. Moi, je suis quand même aussi un social-démocrate. Moi, j'aimais bien Rocard, j'aimais bien le côté, mon ami Jacques Julliard, ce côté de la social-démocratie qui n'est pas hostile au marché, qui n'est pas hostile aux entreprises. Manuel Valls, par exemple. Mais les libéraux étaient à gauche, je vous signale. Bien sûr. Et donc, après, il y a la question du partage. Ça, c'est vrai qu'elle est posée aujourd'hui avec les grèves qu'on connaît. Bon, mais c'est vrai que cette question-là, elle est pas tranchée. Moi, je suis un vrai libéral. Ça ne m'empêche pas de regarder dans ce monde libéral ces aspects
terriblement négatif aussi. Il faut être... voilà, il y en a. Schumpeter a raison, c'est le plus grand économiste à mes yeux de tous les temps, et il explique très bien que le monde libéral, c'est un monde d'innovation permanente, c'est l'innovation qui fait vendre, qui nous oblige à acheter, soit que les objets nouveaux nous tendent parce qu'ils sont plus performants que les anciens, soit qu'ils rendent les anciens obsolètes. Oui. Et donc, cette logique de l'innovation, elle a un revers de la médaille, et là, il faut que, au fond, les gens de droite, les libéraux de droite le comprennent eux-mêmes. C'est qu'on se tue nous-mêmes. Mais c'est la rupture avec la tradition. Et la déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles. Dans le domaine de l'école, ça a été une catastrophe. On a une école où les deux problèmes majeurs, c'est la lecture et les incivilités. C'est-à-dire la crise de l'apprentissage de la lecture. Ouais. Et les incivilités, la violence. On a 80 000 incidents graves signalés chaque année. Et donc, on voit bien que là, on a des môles de tradition qui sont en très grande difficulté. Et c'est pas mai 68 qui les a mis en cause, c'est l'histoire du capitalisme, qui est une histoire de l'innovation. Par les parents, je veux dire les parents qui donnent toujours raison à l'enfant, plus jamais au professeur. Oui, mais ça c'est le monde libéral. Alors non, je pense que ça c'est la perte des repères. Non. Les 68 arts n'ont fait que renforcer la logique libérale. D'ailleurs, ils se sont tous reconvertis. Des règles. Non. Danny Cohn-Bendit, il est macronien comme n'importe quel, comme Roux de Bézieux. Alors, merci à tous les deux. Ça sera le mot de la fin de ce module. Et merci, chers auditeurs, d'écouter Sud Radio avec Luc Ferry, Sophie de Menton. On revient tout de suite pour la fin de l'émission. À tout de suite. On parle pas la langue de bois. Non. Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com, valerty.com, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent et c'est ambiance dans le studio. C'est bientôt la fin de votre émission autour de l'excellence française et de ses esprits poliformes. Ce soir, pour encore un quart d'heure, un peu moins, je suis en compagnie de l'homme de philosophie, Luc Ferry, de la femme qui aime nos entreprises françaises, Sophie de Menton. Alors, on va changer un peu de sujet, messieurs, dames. Sophie de Menton va commencer par vous. On va parler un peu de vous. Vous avez débuté à moins de 30 ans en tant qu'entrepreneur, c'est ça, voilà. Vous avez monté votre société de télémarketing multiligne Conseil, qui est devenu plus tard Sophie de Menton Conseil. J'ai envie de vous demander comment vous êtes tombée dedans. L'entrepreneuriat, c'était une évidence pour vous? J'ai toujours tout fait sans le savoir. Ouais. Et donc j'avais 22 ans de bébé et une boîte. En fait, j'ai eu d'abord une boîte parce qu'à 22 ans, je me suis dit mais je vais déprimer complètement au square. Et donc c'est par hasard que je cherchais un boulot. J'avais été prof d'anglais 1 an et j'ai vu enquêtrice. Et j'y suis allée. Je me suis dit mais mon Dieu, il faut que j'aille rencontrer les gens. Et j'ai eu l'idée de faire les enquêtes par téléphone. Ça a commencé comme ça. Vous êtes l'inventeuse de l'enquête par téléphone, Sophie. C'est vrai, c'est vrai. Après j'ai monté le syndicat. Enfin oui, c'est vrai. J'ai monté le syndicat du marketing téléphonique et j'ai été racheté par le premier groupe mondial qui était les Performances. Qui était formidable, et donc c'est un métier c'est une qui a voie évolué en même temps que moi. C'est une voie que vous êtes trouvée finalement, parce que finalement ça vous a permis aussi de grandir vous-même, que ça soit de manière professionnelle ou en général. C'était facile. Très honnêtement, on dit toujours que c'était difficile. C'était très facile. J'ai pas tellement eu besoin d'argent, j'en ai jamais emprunté. J'ai été racheté à un moment, ils étaient formidables. C'était le premier groupe mondial, ils ont été exceptionnels au moment où ils ont tout racheté. Ouais. Moi, je m'étais pas rendu compte qu'il fallait me donner telle ou telle chose, et c'est eux qui l'ont dit. Enfin, c'était facile. Alors ça fait du bien de dire que de temps en temps les choses sont faciles. Luc Ferry, pour votre part, vous avez débuté en tant que professeur agrégé de philo et de sciences politiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir cela, tout simplement? La philo m'a intéressé depuis l'âge de 13 ans. J'avais un grand frère, il a 50 plus que moi, qui passait le bac pendant que j'étais, je sais pas quoi, en 4e, en 3e. Et je suis pas allé beaucoup à l'école ni au lycée. J'étais à la maison, parce que tout simplement, on était dans un village très loin de tout. Et donc, je faisais mes études par correspondance. Et donc, mon frère lisait la préface de la critique de la raison pure. Ça commence par un truc qui n'est pas très... Oui. Comment des jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Voilà une phrase qui facilite pas la conversation au départ. Et ça m'a fasciné parce que je voyais bien que c'était pas de la science, c'était pas de la physique, c'était pas des mathématiques, mais c'était pas non plus de la littérature. Et je ne savais pas ce que c'était que la philosophie entre science d'un côté et littérature de l'autre. Ça parlait de l'humain comme la littérature, mais ça avait l'air rationnel comme la science. Enfin, je vais vite, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai vraiment voulu comprendre de quoi il s'agissait. Et quand j'ai vu que ça touchait les questions existentielles
mortelles les plus importantes, je me suis dit que j'allais y passer ma vie entière. Et c'était un peu un défi aussi, parce que c'était pas accessible, en fait, tout de suite, hein, c'est ça? Oui, c'était quand même horriblement compliqué, parce que pour lire Spinoza, Kant ou Hegel, moi j'ai mis 5 ans à lire la critique de la raison pure. Mais je l'ai vraiment lu, c'est-à-dire que je comprends quoi. Ah oui, je comprends chaque phrase comme si j'avais écrit moi-même. Mais ça prend 5 ans, ça prend pas 6 mois. Et donc, voilà, donc mais vraiment à 15 ans, j'ai décidé que j'y passerais ma vie et que c'était ça que je voulais comprendre, parce que la question qui me passionne, c'est la question quand même, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? C'est la question de la définition du sens de la vie, d'une certaine manière. Et alors, est-ce que c'est le bonheur, du coup? Non, surtout pas. Ça, c'est une vraie bêtise. On peut très bien... Il y a d'autres buts dans l'existence que le bonheur. On peut très bien préférer la lucidité, la liberté, par exemple. La liberté, la lucidité, l'intelligence, le courage sont des valeurs qui sont aussi importantes que le bonheur. Évidemment, tout le monde veut être heureux, ça va de soi. Personne ne veut être... Qu'est-ce que c'est le bonheur, alors? Mais il n'y a aucune définition du bonheur. C'est aussi ça, c'est un concept absolument indéfinissable. Ce que dit Kant très bien dans la critique de la raison pratique, c'est un texte que j'ai traduit dans la Pléiade. Kant dit que personne n'est capable de donner une définition du bonheur. L'amour, c'est formidable. Moi, j'ai 3 filles que j'aime par-dessus tout, mais c'est une angoisse permanente. Et si jamais il y en a une qui a un pépin sérieux, mon bonheur, il est carbonisé de chez carbonisé. Vous voyez, ce qui est absurde dans la psychologie positive, là, dans ces théories du bonheur là qu'on nous vend à jet continu, c'est l'idée qu'on va parvenir au bonheur par soi seul, par son état d'être intérieur, comme dit Frédéric Lenoir. Mais c'est pas vrai. Il faut ne pas avoir d'enfant pour croire ça. Mon bonheur, pour autant que je puisse être heureux... dépend des conditions extérieures, quoi. Mais évidemment, à 99%. Et non pas... Je suis pas du tout stoïcien. Les stoïciens pensaient qu'on peut être heureux uniquement avec son état d'être intérieur. C'est ce que nous vendent Christophe André, Frédéric Lenoir, les psychologues positifs, les Fabrice Midal, etc. Jonathan Lehmann, tous ces livres qui sortent depuis les années 80. Et qui vous exaspèrent, clairement. Mais parce que c'est faux, c'est un mensonge, c'est faux. C'est des modes d'emploi du bonheur, voilà, si ça existait, on s'assurait. C'est des faux gourous. La vérité, encore une fois, c'est que le bonheur dépend évidemment du monde extérieur, sauf si on est un salaud absolu, narcissique, et que ça dépend évidemment des gens qu'on aime. Dès que vous aimez quelqu'un, vous avez une fille, vous savez très bien ce que c'est. Si votre fille elle a un accident... Les auditeurs sauront donc ma vie mais vous savez très bien que votre bonheur, il est carbonisé à la seconde si elle va mal. Voilà. Oui, bien sûr. Et donc, l'idée stoïcienne et bouddhiste que le bonheur ne dépend que de soi, c'est vrai si vous vivez dans la vie monastique. Le Dalai Lama que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai dîné avec lui à l'Élysée, c'est très intéressant. Sa vie n'est faite que de privation, c'est ça qui est intéressant chez lui. Mais ce qu'il dit très bien, il dit le bonheur n'est possible que si vous acceptez la vie monacale, ce qu'a fait Mathieu Ricard, par exemple. J'ai beaucoup de respect. Mais d'ici que je devienne un moine... Oui, mais vous dites quelque chose, par exemple, quand la liberté, etc., on peut préférer la liberté, mais être heureux, c'est comment dire, c'est vivre selon ce qu'on aime, et donc être heureux, si on est heureux par la privation, c'est le bonheur. Il y a des gens qui prennent un énorme plaisir à se priver. Oui, mais dans ce cas, il faut accepter la vie monacale. Ce que dit le Dalai Lama est vrai. Il y a un passage dans un de ses livres sur le bonheur, dans lequel il dit, si vous entrez dans la vie laïque, séculière, si vous avez une famille, si vous avez des enfants, c'est pas possible, parce que vous serez attaché. Et le thème bouddhiste et stoïcien, c'est le non-attachement. Voilà, on ne peut être heureux que dans le non-attachement. Ça, je veux bien le comprendre, mais ça veut dire, c'est comme se jeter à l'eau pour éviter la pluie. Dans ce cas, vous n'avez jamais l'amour, vous n'avez aucun attachement, vous êtes, voilà. Mais c'est pas vrai de la part de ceux qui nous défendent cette psychologie positive. En vérité, ils ont des attachements comme vous et moi, mais ils prétendent qu'on peut être heureux uniquement par soi-même et que ça ne dépend que de son état d'être intérieur. Ce qui, encore une fois, n'est possible qu'avec la vie monacale là-dessus. Et c'est évidemment, personne ne vit dans le 6e arrondissement comme un moine, c'est pas vrai. Mais d'ailleurs, c'est pas contradictoire avec J'aime ma boîte. Sophie de Menton. Parce que dans l'entreprise, on a besoin des autres pour avoir une satisfaction. On va pas appeler ça bonheur, parce que non, mais bonheur on a des moments pas dans de joie. L'entreprise ni dans le pré. Non, mais c'est vrai que les autres, le ciment des autres fait que la vie peut être... Bien sûr, mais Sophie, on a des moments de joie dans la vie, fort heureusement. On a des plaisirs, on a des plages de sérénité dans sa vie. Mais pour croire au bonheur comme un état stable, durable et qui ne dépendrait que de nous, il faut avoir un cul de bulot. Voilà. Ça sera dit. Ce qui nous amène, pas du tout, c'est pas la transition, mais à la dernière question de cette émission. Je vais commencer par vous, Sophie de Menton. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? C'est trop mignon, répétez la question. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Ça, c'est une jolie question, ça. Continue. D'accord.
Parce que vous aviez besoin d'être encouragée quand vous étiez petite fille? Pas du tout. D'accord. J'avais surtout vous étiez besoin déjà très déterminée? J'avais une enfance pas facile du tout. Ouais. Soi-disant fille unique, enfant gâté, c'était une enfance très difficile, avec beaucoup d'autorité. Et je me suis dit, on m'a tellement serré la vis que je me suis dit, on ne m'emmerdera plus jamais. C'est une bonne raison. Et la liberté, ma liberté de parole, d'agir, de créer, finalement, elle vient de cette enfance. Donc je lui dirais, continue. Voilà. Et vous, Luc Ferry, qu'est-ce que vous lui diriez à ce petit garçon que vous étiez aujourd'hui? Non, je dirais pas continue, parce que moi j'ai été vraiment très aimé dans ma famille. J'avais des parents très aimants, des frères adorables et tout ça. Et en fait, trop d'amour vous rend extrêmement fragile. Ça vous donne une très grande force, parce qu'on sait, c'est ce que dit Boris Cyrulnik. J'aime beaucoup Boris Cyrulnik. Ça nous permet, l'amour qu'on a reçu nous permet la résilience, c'est-à-dire de rebondir face aux accidents de la vie, parce qu'on sait que si on a été aimé, ça peut recommencer. Donc on n'est pas fichu. Si on divorce, si quelqu'un vous quitte, on n'est pas mort pour autant. Mais en même temps, ça fragilise énormément, parce que l'attachement vous rend fragile, évidemment. C'est pour ça que j'aime pas ces philosophies du non-attachement, parce que c'est vrai que, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a des enfants et qu'on les aime et qu'on les adore, on sait très bien que son bonheur est extraordinairement fragile, pour autant qu'on puisse le définir. Encore une fois, on a des moments de joie, des plages de sérénité, des plaisirs, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez au petit garçon, alors, Luc Ferry? Mais je lui dis, grandis, deviens une grande personne. Voilà. Moi, je suis je défends la vision du monde du troisième petit cochon contre le premier. C'est une bonne vision du monde. Merci à tous les deux. Restez là, parce que je vais vous prendre en photo avant de partir, Luc Ferry. Merci d'être là. Au rendez-vous tous les dimanches soirs, chers auditeurs. N'hésitez surtout pas à acheter le livre de Luc Ferry, La vie heureuse, sorti tout juste chez l'Observatoire. Celui de Sophie de Menton est déjà en librairie. C'est La France sans dessus dessous chez Erol. Et puis, les 20 ans de J'aime ma boîte, jeudi prochain, le 20 octobre, que vous pourrez respectivement fêter tous dans vos entreprises. Merci à Bastien, mon réalisateur du jour, à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez retrouver toutes vos émissions. C'est excellent sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio et les réseaux sociaux. À dimanche prochain, les copains. Je vous embrasse. C'était excellent. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Avec Valerty, spécialiste de la surélévation d'immeubles dans les grandes villes de France, à retrouver sur valerty.com. VALERTY.com.